Bonjour et bienvenue dans Le Peuple lu, le rendez-vous littéraire qui met en lumière les écrivains juifs du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que déjà être écrivain c'est pas facile, être juif au XXe siècle c'est pas folichon non plus, mais alors être écrivain juif au XXe siècle c'est le creuset sous haute pression de toutes les misères, les angoisses, les déceptions. S'il est vrai que les plus désespérés sont les chants les plus beaux, c'est probablement là qu'on les trouvera. La semaine dernière, nous parlions de La Bru de Martin Buber, remarié à Heinz Neumann. Cette semaine, nous parlons d'un de ses disciples, frère d'un camarade de Neumann au Parti communiste allemand et au Reichstag. Le monde est petit. Ou plutôt, le monde intellectuel juif allemand du début XXe siècle est petit. Les cafés de Berlin sont à cette époque des laboratoires d'idées où se croisent la philosophie allemande, le sionisme, le marxisme. Gershom Scholem étudie les mathématiques, la philosophie, l'hébreu. En 1922, à l'âge de 25 ans, il passe sa thèse sur le Sefer Abaïr, le livre de la clarté, un texte réputé assez poétique de la Kabbale provençale, qu'on a souvent vu comme une manière de judaïser la pensée gnostique de l'Antiquité. En tout cas, ce n'était peut-être pas la référence incontournable dans l'Allemagne des années 20, et Scholem sent vite la nécessité de fuir en Palestine sous mandat britannique, en 1923, un an avant l'élection de son frère au Reichstag. Il s'installe à Jérusalem et devient un grand érudit de la Kabbale, la mystique juive, qu'il aborde essentiellement sous l'angle culturel. Il l'appelle la part maudite du judaïsme, la part hérétique et révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il s'intéresse à la métaphysique de la Kabbale, mais moins qu'aux mythes ou aux croyances, à la littérature qu'elle a produit. Lorsque Scholem s'éteint en 1982, il laisse derrière lui une œuvre immense qui réhabilite des siècles de mystiques juifs. Mais aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur les années de jeunesse de Scholem, sur le moment où il apprend l'hébreu, découvre le Talmud, rencontre Walter Benjamin et Martin Buber, réfléchit sur l'anarchisme, le sionisme et le socialisme. Dans quelques jours, le 14 mars, paraîtra Quitter Berlin, journal de jeunesse de Gershom Scholem, aux presses de l'École normale supérieure rue d'Ulm, dans la collection version française. Il sera présenté à Strasbourg à la librairie Quai des Brumes le 2 avril par Angela Giudi, éditrice scientifique du texte, et Sonia Goldblum, qui en a écrit l'introduction et qui nous fait le plaisir d'intervenir aujourd'hui. C'est ce Scholem de la jeunesse qui me semble le plus proche de nous. Il est aux premières loges d'une époque de crise, dans le milieu Ostjuden des Juifs d'Allemagne de la première moitié du XXe siècle. Et lui-même est en crise, en rupture avec sa famille d'un judaïsme bourgeois, en rupture avec son frère communiste, et en rupture avec l'idée dominante d'un judaïsme qui serait une religion de la raison. Il voit dans la Kabbale et dans le messianisme juif une force souterraine, une tension entre l'espoir et la désillusion qui traverse toute l'histoire. Et cela se sent dans son style, qui porte toutes les contradictions. Il utilise souvent le vocabulaire mathématique, mais pour parler de l'irrationnel, des symboles, des visions mystiques. Et toujours, il part à la recherche de la vérité, en sachant qu'il ne l'atteindra pas. J'imagine que c'est pour cela que notre invité a choisi le surprenant, mais vous le verrez très entraînant, un morceau intitulé « Judah Love's Mistake » par le groupe Gillies Lucky. Judah Love, cela vous rappelle quelque chose ? C'est le nom du grand rabbin de Prague qui aurait donné naissance au golem. But before long, at the break of dawn, the golem will be strong, nous dit donc le groupe Gillies Lucky dans son titre « Judah Love's Mistake ». L'atmosphère est posée. Plongeons dans les textes de Gershom Scholem, traduits pour la première fois en français dans Quitter Berlin, à paraître aux presses de l'ENS. Extrait de son journal. 27 janvier 1915, beaucoup de mes coreligionnaires sionistes sont partis en guerre pour défendre Juda contre l'ours russe et prouver leur valeur. Marcher sur les cadavres de nos camarades et frères et d'étrangers contre qui nous n'avons aucun motif de nous battre, est-ce là notre voie ? Non, ce n'est pas notre voie, car celle-ci passe par les abîmes et les gouffres, par les profondeurs souterraines de notre propre expérience et du destin de notre peuple. Notre voie, c'est celle de la révolution intérieure. Un autre extrait que va nous lire notre invitée Sonia Goldblum et qu'elle a choisi. Merci beaucoup. Mercredi 20 janvier 1915. Notre principe, c'est la révolution. Révolution partout. Nous ne voulons ni réforme, ni restructuration, nous voulons la révolution, c'est-à-dire le renouvellement. Nous voulons intégrer la révolution dans nos modes d'existence, révolution extérieure et intérieure. La révolution extérieure, c'est avant tout la révolution contre la famille et la maison paternelle.
Nous sommes des agitateurs et des incendiaires. Comme personne, soyons révolutionnaires. Clamons partout et toujours ce que nous sommes et voulons. Nous voulons mener bataille contre nos ennemis au nom de Judas. Mais surtout, nous voulons la révolution dans le judaïsme. Nous voulons révolutionner le sionisme et prêcher l'anarchisme qui est l'absence de domination. Partir en campagne contre tous les autocrates et autres canailles imbéciles. Nous voulons dépouiller le sionisme de ses oripeaux formalistes. Ce qui nous amène à Herzl, nous reconnaissons à la rigueur l'influence de la personnalité de Herzl. Mais nous rejetons Herzl. Il est coupable du sionisme actuel, qui regarde en arrière plutôt qu'en avant, qui est une organisation de boutiquiers rampant aux pieds de tous les puissants, Mauschel. Voilà le sionisme. Herzl a saisi le problème du judaïsme sioniste de façon purement formaliste, au lieu de l'appréhender de l'intérieur. Sa seule pensée était l'État juif. C'est ce que nous refusons. Car nous prêchons l'anarchisme. Comprenez, nous ne voulons pas d'État, mais une société libre avec laquelle celle décrite par le Herzl d'Alt-Neuland n'a rien à voir. Nous autres juifs connaissons suffisamment cette exécrable idole nommée État pour ne pas nous prosterner de nouveau en adoration devant lui et sacrifier notre descendance à l'autel de sa rapacité et de sa soif de pouvoir. Nous autres juifs ne sommes pas un peuple d'État, les autres peuples non plus d'ailleurs. Nous ne voulons pas partir en Palestine pour y fonder un État, ô philistinisme mesquin, et troquer nos anciennes chaînes pour de nouvelles. Nous voulons partir en Palestine par soif de liberté et d'avenir, car l'avenir appartient à l'Orient. Ça, on peut dire que c'est un style qui est clair, qui est énergique, même sous forme de manifeste, pour faire contrepoids. 3 ans plus tard, il écrit, 23 juin 1918, dans son journal, « Depuis hier, de nouveau, il fait beau, très beau même. Ma mansarde est comme une tour de garde surplombant le monde qui se déploie devant elle sans s'y refléter. Le champ de blé sous mes fenêtres me révèle chaque fois de nouveau tout ce que peut contenir de grandeur et de plénitude une simple parcelle de nature. Je comprends à présent la profondeur et la beauté de la comparaison entre un champ de blé balayé par le vent et la mer. Car c'est un enchaînement ininterrompu de vagues, et il s'y fait un murmure et un mouvement tel que je me crois par moments abusé par mes sens. Je peux rester très longtemps à la fenêtre à regarder ce spectacle à mes pieds. Walter Benjamin dit en plaisantant que je suis assis là-haut comme un magicien qui crée la pluie et le beau temps avec ses étranges mixtures. » Voici des extraits qui montrent la diversité des sujets et l'unicité du style de Scholem. Allez, peut-être encore un extrait. Le 28 décembre 1918. « Ce que je vais devenir me laisse totalement indifférent. Je serai toujours, au sens décisif, professeur des choses que l'on n'enseigne pas. Qu'importe que je sois enseignant, universitaire ou ouvrier. Les 3 sont également possibles. Je me tiens en permanence en un tel lieu où tout a la physionomie égale de ce qui est juste. Je crois qu'un jour, une personne que je ne connais pas encore exercera à nouveau une immense influence sur moi. J'en suis certain. » D'ailleurs, l'année d'après, il conclut en disant « J'étudie la philosophie comme un ramoneur escalade une maison. Mon talent philosophique n'a rien à voir avec la capacité de comprendre les pensées des autres, mais consiste au contraire à dégager au burin toutes les pensées prises en moi dans une montagne de granit hermétique. De là mon talent à interpréter les gens qui sont interprétables au sens où j'entends le mot « interpréter ». Un jour je serai un ardent logicien, cela se voit déjà. Pour l'instant, je cours encore la campagne avec la ferveur de la jeunesse. Je lis partout sur les écriteaux les noms des plantes de ce paradis. Si vous vous sentez perdu par des extraits aussi denses, aussi riches et aussi divers, c'est normal. Et c'est pour cela que Quitter Berlin s'accompagne d'une préface par Johann Chapoutot, historien, d'une postface par Giulio Busi, philologue et historien de la mystique juive, et d'une introduction par Sonia Goldblum que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Sonia Goldblum est enseignante-chercheuse à l'ENS, spécialiste de l'histoire des idées allemandes. Elle a publié Dialogue amoureux et dialogue religieux 1917-1929, Hermann Hesse, écrivain et peintre, et de nombreux articles sur Martin Buber, Walter Benjamin ou Gershom Scholem. Bonjour Sonia Goldblum. Bonjour. Merci beaucoup de venir parler de Quitter Berlin et de la jeunesse de Gershom Scholem. J'ai d'abord une question, j'aimerais savoir d'où vient cet intérêt pour Gershom Scholem. Alors, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Alors, mon intérêt premier, il vient de Franz Rosenzweig, et c'est pas moi qui
qu'il est découvert par ma propre... voilà, c'est un auteur qui m'a été transmis par quelqu'un qui s'appelle Gérard Bensussan, qu'on connaît bien à Strasbourg, qui était un grand spécialiste de Franz Rosenzweig. Et donc, j'ai commencé à travailler sur Franz Rosenzweig, et vu que Gershom Scholem se disputait avec toute l'intelligentsia de son temps, il s'est aussi disputé beaucoup avec Franz Rosenzweig, notamment sur des questions de traduction. Et donc, j'ai découvert Scholem par le biais de Rosenzweig, et il m'a intéressée par sa radicalité, il y a quelque chose de très touchant dans cette espèce d'énervement continu au sujet de tout. Et j'ai lu son autobiographie, De Berlin à Jérusalem, qui a été traduite en français d'ailleurs, qui a un très beau texte où il revient sur ses années de jeunesse en tant que vieux monsieur. Et voilà, et c'est un des auteurs qui m'accompagne depuis. Oui, l'opposition, la dissidence, ça revient souvent chez Scholem. Il s'est opposé au milieu de ses parents, il s'est opposé au communisme de son frère, il s'est opposé à beaucoup de choses. Et ce qu'on peut voir dans les années 20 particulièrement, dans le contexte berlinois, son engagement pour la mystique juive comme une forme, là aussi, de dissidence, d'opposition. Oui, c'est une forme d'opposition à une tradition qui est née au XIXe siècle. Et ce qui est complexe chez Scholem, c'est que c'est à la fois je vais revenir un peu sur cette tradition ensuite, mais je voudrais dire que c'est une tradition à laquelle il s'oppose, mais en même temps dont il est entièrement tributaire. Et cette tension entre être tributaire de quelque chose et s'y opposer, c'est un des mouvements intellectuels qui caractérise Scholem. Et cette tradition, c'est la tradition de la science du judaïsme, qui, en lutte contre l'antisémitisme montant à partir de l'unité allemande de 1871, il y a une espèce de double mouvement, unité allemande et montée de l'antisémitisme à la fin du XIXe siècle, dit que voilà, il va falloir, en fait, c'est même avant, ça commence au début du 19e siècle, je me suis emmêlé les pinceaux, c'est pas grave. Donc, à partir du 19e siècle, on a une approche qui se veut une approche scientifique des textes de la tradition juive. Et cette approche-là, elle fonde tout un regard sur des textes de la tradition qui étaient des textes liturgiques, en fait, et elle les soumet à des méthodes d'études qui sont des méthodes d'études héritées de l'université. Et il faut aussi dire que c'est une tendance qui existe en parallèle, notamment dans le protestantisme, avec la critique biblique. Enfin, tout ça s'inscrit dans un contexte intellectuel. Et pour rendre scientifique ou noble, digne d'études scientifiques, les textes de la tradition juive, la science du judaïsme escamote la mystique, en se disant « Ouh là là, ça va pas plaire ». Et Scholem utilise les méthodes qui ont été les méthodes développées par la science du judaïsme et les applique à des textes qui avaient été exclus au départ. Je ne sais pas si cette... Est-ce que je fais un gros contresens en essayant de résumer, en disant il applique la dialectique hegelienne, on ne se pose qu'en s'opposant, à la Kabbale, à la mystique juive? Non, je ne pense pas que ce soit un contresens, et ça mène à une chose qui est une des choses que rendent très visible ces journaux, qui ont d'ailleurs été admirablement traduits par Sacha Zilberfarb, c'est l'influence de la pensée allemande sur le jeune Scholem. Les accents qui sont, vous avez entendu, très enthousiastes, et qui parfois renvoient à une forme de messianisme qui aussi est caractéristique de l'époque. Il s'inspire à la fois de Buber et en même temps de toute une tradition allemande, et notamment l'influence de Nietzsche est très importante dans les années de jeunesse de Scholem. Et donc non, c'est pas un contresens. Il y a vraiment une tradition analytique, une tradition critique aussi qui est héritée de la pensée allemande. Là, on a parlé de son héritage, on a parlé de ce à quoi il s'opposait, mais aujourd'hui, quels seraient justement les disciples, quel serait l'héritage de Scholem aujourd'hui? Alors Scholem, il a plusieurs héritages. Je pense que dans les chercheurs qui s'intéressent à la Kabbale,
parfois ils sont pas d'accord avec Scholem, mais ils sont quand même ses héritiers d'une manière ou d'une autre. Sur le plan politique, il y a un héritage qui est celui d'une forme de pluralisme. Scholem ne devait pas être quelqu'un de très agréable, c'était quelqu'un de très vindicatif, de très virulent, mais qui ne rompait jamais le dialogue. C'est-à-dire qu'il a beaucoup initié de conflictualité, mais en même temps, c'est une conflictualité où on peut se tenir dans la conflictualité sans rupture. Ça me semble être un message à méditer, intéressant pour aujourd'hui. Et puis, il y a un héritage qui est un héritage un peu plus caché, qui est, et qui renvoie plutôt à la troisième partie de la vie de Scholem à partir des années 60, qui est la réflexion sur le passé commun des Juifs et des Allemands. Alors qui a souvent été résumé par une expression qui est assez malheureuse et contre laquelle il a beaucoup vitupéré, qui est l'expression de symbiose judéo-allemande, que je ne reprends pas à mon compte. Mais cette interrogation sur qu'est-ce qu'a été le vivre ensemble, ou la vie commune, l'espace commun des Juifs et des Allemands avant 1933, et comment faire pour que cet espace commun soit pas uniquement un espace de rupture après la Shoah, c'est aussi une réflexion que Scholem a en grande partie initiée et qui se poursuit encore aujourd'hui. Oui, et c'est une question qu'on voit chez beaucoup d'auteurs dont on a déjà parlé au Peuple lu, qu'on retrouve chez Zweig, qu'on retrouve chez Roth aussi, et qui évidemment nous intéresse, mais j'aimerais justement parler de ses rapports avec un autre écrivain, un autre philosophe juif allemand. Donc vous disiez que Scholem pouvait être dans la conflictualité sans rompre la relation. Il a été ami et correspondant de Walter Benjamin, dont vous êtes aussi spécialiste. Dans quelle mesure se sont-ils influencés tous les deux, Gershom Scholem et Walter Benjamin? Alors, il y a une très forte influence. Enfin, ce qu'on voit dans les journaux qui vont paraître là, c'est que c'est la naissance d'une amitié comme une relation amoureuse. C'est d'une intensité folle. Enfin, il y a des jeux de regard. Et c'est très émouvant de voir voilà, cette découverte de deux personnalités fortes. Et je pense que Benjamin est celui qui fait comprendre à Scholem que le refus, la conflictualité, c'est son point de productivité. Donc ça, je pense que c'est un aspect important. Et je pense que Benjamin ressaisit les différents intérêts de Scholem pour les sources juives, pour la mystique, pour les mathématiques, dans une grande interrogation sur les modalités de la connaissance humaine. Parce qu'en fait, quand ils se rencontrent en 1915, c'est le sujet de Benjamin. Et il voit Scholem qui arrive avec des interrogations qui sont sans doute moins bien formalisées que les siennes, et il lui permet de donner une forme à ça. Donc ça, c'est l'influence de Benjamin sur Scholem, qui est une influence capitale. Et l'influence de Scholem sur Benjamin, c'est qu'il lui apporte toute la connaissance des sources juives que Benjamin n'a pas du tout, et dans lesquelles il va piocher. Alors le grand regret de Scholem, c'est que Benjamin commence à apprendre l'hébreu, puis il arrête parce que c'est pas son truc, en fait, et puis il est préoccupé par d'autres choses, mais en revanche, il est nourri par les réflexions de Scholem, et elles infusent ses propres textes. Et ce qu'il faut dire aussi, Walter Benjamin est plus connu, notamment en France, que Scholem, mais on n'aurait pas les textes de Benjamin si Scholem n'avait pas constitué une espèce d'archive Walter Benjamin chez lui très tôt. Benjamin lui envoyait tous ses textes, et quand il s'est agi de reconstituer l'œuvre de Benjamin après 1945, Scholem a joué un rôle central. Oui, c'est plus qu'un mentorat, c'est une véritable amitié intellectuelle, un cheminement commun. Et je m'interroge aussi sur la suite. Donc, par la suite, Gershom Scholem a fui la montée du nazisme en Israël, mais sans adhérer pleinement au projet sioniste. Comment a-t-il vécu ce nouveau paradoxe ? Alors, je pense que... alors d'abord, il ne fuit pas. C'est-à-dire, enfin, c'est une vraie alia. C'est le départ de Scholem en Israël. C'est un projet qu'il nourrit. Aurait pu avoir lieu même sans la montée du nazisme. Tout à fait. En 23, on ne peut pas parler vraiment de montée du nazisme. Il y a un antisémitisme qui est assez fort après la guerre de 14, mais il n'y a pas de menace
directe à l'égard des Juifs. Et quand on voit le choix de ces sujets d'études, notamment le fait d'étudier les mathématiques, il se dit comme ça, je vais pouvoir être utile en Israël, je vais trouver facilement du travail comme professeur de mathématiques. Donc il y a cette... c'est un projet qui est nourri, un projet d'installation, alors même qu'il est en désaccord, et on le voit très bien dans les journaux, avec tout un ensemble de courants sionistes, notamment les loges Bnei Berit dont il faisait partie, mais voilà. Et puis il arrive en Israël et il est dans le conflit. Mais je pense que Scholem avait l'habitude de se tenir dans le conflit et que, en fait, ça le dérangeait pas. Et il a la chance de très bien s'intégrer, au moins sur le plan professionnel. C'est-à-dire que il arrive en 23, il commence à enseigner. En 25, il devient bibliothécaire de l'université. Et puis en 33, il a un poste de professeur. Donc en fait, tout de suite, il est intégré sur le plan professionnel et il n'a pas à travailler dans le domaine agricole, à faire les travaux qui sont les travaux durs et qui peuvent rebuter à des intellectuels européens. Ensuite, voilà, il a joué son rôle de voix alternative. Et justement, il est resté dans une posture assez académique. Donc, j'aurais une question qui, là, est plus personnelle et qui relève de l'opinion. Mais est-ce que vous pensez que Scholem croyait au texte qu'il analysait, ou est-ce qu'il en était le chercheur, l'historien, le penseur ? Alors, c'est amusant parce que c'est une question que Victor Malka, qui est aussi un journaliste qui a beaucoup œuvré à la connaissance du judaïsme dans la population française, et qu'il a posé à Stéphane Moses, qui était un grand spécialiste de cette période. Il demandait, mais alors, c'était quoi la position de Scholem, notamment sur la Kabbale pratique, notamment sur les... Et en fait, apparemment, ça l'amusait un peu, Scholem, tous ces aspects-là. Scholem, c'est quand même un rationaliste. Il a une position... Une position même par rapport à la foi. Alors le terme de foi, c'est toujours un terme un peu compliqué dans le judaïsme parce que c'est pas forcément une religion de la foi au sens strict, mais Scholem n'est pas quelqu'un qui se pose beaucoup la question de savoir si ça existe, si c'est possible. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux textes, à leur lecture, aux liens qu'ils entretiennent entre eux. Et pour le coup, il a vraiment un regard de chercheur sur son travail. D'accord. Mais de chercheurs inspirés, je dirais. Oui, et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de confronter cette vision à celle qui apparaît dans Quitter Berlin, donc dans ce livre publié pour la première fois en français, dans des textes qui montrent plus l'intériorité de Scholem, ses réflexions personnelles. Pour vous, quel est le public de Quitter Berlin ? À qui est-ce que vous le recommanderiez ? Alors, je pense qu'il y a... Tous les gens qui s'intéressent au Berlin juif des années 10 et 20, je pense, peuvent y voir un intérêt. Cette ambiance à la fois de guerre et puis d'extrême vivacité intellectuelle. Donc c'est cet aspect-là. C'est aussi un journal d'adolescent, parce que quand il commence à écrire son journal en 1913, il a 16 ans. Donc je pense qu'il y a... des jeunes gens qui peuvent y voir un intérêt aussi dans ces réflexions de jeunes hommes. Et puis, cette curiosité de ce Berlin qui n'existe plus et qui, à mon sens, est très fécond. Et puis, ça documente aussi le retour au judaïsme de toute une jeunesse dans les années 1910, pour ça aussi, ça présente un intérêt. Je ne vous ai pas défini vraiment le public, mais c'est plus difficile pour moi. Oui, mais vous nous dites que c'est presque plus une rencontre qu'une lecture. Donc finalement, le public de Quitter Berlin, ce sera les gens qui eux-mêmes s'intéresseront, qui voudront rencontrer Gershom Scholem. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour les auditeurs de Radio Judaïka ? Non, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous engage à découvrir ce texte, encore une fois merveilleusement traduit par Sacha Zilberfarb dans une langue qui est très belle et qui engage à la lecture. Et qui a un style unique, on l'a entendu. Merci beaucoup Sonia Goldblum. Les Strasbourgeois qui souhaitent vous retrouver ont donc rendez-vous à la librairie Quai des Brumes le 2 avril pour le lancement de Quitter Berlin. Merci beaucoup.